Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Lydia. Après avoir fait des études de droit et travaillé en tant que journaliste à la télé pour l'émission C'est à vous, Lydia a fondé et est la créatrice de La Seine et moi, la première maison française de fausses fourrures de luxe vegan. Lydia a étudié le droit de la propriété intellectuelle et a fait un master en droit de la communication à Assas. Après un an en Erasmus à Montréal, Lydia se rend compte qu'elle aimerait faire quelque chose de plus créatif et décide de se tourner vers le journalisme. Elle reprend ses études pour faire un master en journalisme et travaille à la télé pour l'émission C'est à vous. Mais très vite, sa passion pour la mode reprend le dessus. Lydia a baigné dans la mode depuis très jeune car son père avait une marque de manteaux en cuir. Elle décide alors d'aider son père à passer au numérique et développe sa marque en ligne. Après 4 ans à travailler avec son père et à tout apprendre sur le tas, Lydia souhaite créer sa propre marque. Elle crée alors La Seine et moi, la première maison française de fausses fourrures de luxe. Au-delà d'une marque de mode, c'est un véritable engagement politique pour Lydia, car La Seine et moi a reçu le prix PETA. Aujourd'hui, la marque s'est développée avec une collection également de prêt-à-porter. Alors avec Lydia, on a parlé de ses études de droit, de ses souvenirs d'enfance dans les ateliers, comment lancer une marque de mode sans avoir fait des études de mode, sa vision pour le sustainable fashion, les problèmes de traçabilité de la fourrure et où elle trouve ses inspirations. Un épisode à voir absolument si vous êtes passionné par la mode. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lydia. Bonjour Lydia, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis la fondatrice et la directrice artistique de la maison La Seine et moi, qui est donc une marque de fausses fourrures haut de gamme et de prêt-à-porter maintenant. Alors, je suis trop contente parce que franchement, j'adore ce que tu fais. Donc, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et ça n'avait rien à voir avec ta première carrière et tes études. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as étudié et ton premier métier ? Alors, j'ai fait des études de droit à l'université de Panthéon-Assas à Paris 2, là où j'ai grandi. Et donc, je me prédestinais plutôt à une carrière d'avocate, un chemin tout tracé. Et en fait, la vie a fait que j'ai osé la reconversion, si on peut dire ça, mais assez jeune et assez rapidement. J'ai fait donc ma licence, mon master 1 et mon master 2 dans la même université. Je m'étais spécialisée dans tout ce qui était propriété intellectuelle, donc protection notamment voilà, des marques. Donc j'avais déjà cette passion pour la mode, mais j'essayais à ma façon de m'en rapprocher. Juste pour revenir sur tes études, comment ça t'était venu le droit ? Est-ce que c'était toi ? Est-ce que c'était tes parents ? Alors, c'était une vocation depuis que j'étais petite, à l'âge de 10 ans. J'étais encore en primaire, donc 9 ans. Je suis rentrée à la maison un jour et j'ai dit à mes parents, je veux être juge pour défendre les gens. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Bon, et en fait, c'est parce qu'il y avait eu une petite injustice à l'école. J'étais pas contente parce que c'était l'élève un peu qui se faisait tout le temps, c'était tout le temps la même personne, le même élève qui se faisait punir. Et donc ça me faisait mal au cœur et je voulais un peu être ce justicier. Et puis en fait, en arrivant au collège, j'ai commencé à m'intéresser davantage. On m'a expliqué un petit peu, on a grandi. Évidemment, j'ai découvert ce que c'était que le métier d'avocat. Je me suis prise de passion. Pour moi, c'était ça et rien d'autre. Surtout qu'à l'époque, j'étais nulle en maths. Donc du coup, je m'étais dit, bah de toute façon, je suis faite pour quelque chose de plus littéraire. Et puis en troisième, quand on fait notre stage avant le brevet, etc., j'avais fait mon stage dans un cabinet d'avocats. J'avais adoré. J'avais adoré certains points et j'en avais détesté d'autres. Je m'étais rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup d'administratifs. J'avais adoré aller au palais. Il y avait plein de choses que j'avais aimées. Mais clairement, la montagne de papier, c'était pas pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un déclic en maths. Je me suis mise à énormément travailler les maths parce que c'était la seule matière où j'avais des lacunes, où j'avais du mal. Tout le reste, j'étais très bonne élève. Et en fait, en travaillant les maths, un jour, j'ai eu un déclic. Et là, je suis partie dans un cursus scientifique. Je suis partie en première S. Et donc, du coup, je
je commençais un peu à revoir la chose et à me dire bon bah finalement le métier d'avocat non, c'est vrai que j'adore le droit, j'aimais la matière en soi, mais le métier d'avocat commençait à me déplaire un peu. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu les écoles de commerce. J'étais voilà, j'essayais un petit peu. Il y a plein de choses que j'aimais, qui m'intéressaient, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et après le bac, finalement, je m'inscris quand même en droit parce que je me disais qu'en fait c'était vraiment la seule matière qui m'intéressait. C'était, voilà, je me suis dit de toute façon c'était une vocation de base. Peut-être je trouverai un autre métier dans le droit qui me plaira. Et à ce moment-là, j'étais déjà tournée vers la propriété intellectuelle parce que j'étais passionnée de mode depuis petite, donc je voulais quelque chose qui touche à la mode. Et surtout, j'avais une obsession, c'est très bizarre, mais depuis le collège, j'avais une obsession, c'était la contrefaçon. J'avais horreur de la contrefaçon. Vraiment, ça me mettait hors de moi quand j'en voyais, même en vacances. Il y en avait sur les marchés, etc. Des sacs, des sacs haut de gamme, des faux sacs, etc. Des copies. Et donc, je me disais qu'il fallait que je défende ça. Et voilà, je voulais vraiment m'orienter là-dessus. Donc, j'ai intégré Assas. Et pourquoi, du coup, ne pas avoir fait des études de mode? Ah non, alors pour moi, c'était non, parce que, pour plusieurs raisons. Parce que j'avais besoin d'être stimulée intellectuellement, que les écoles de mode, ça reste quand même très manuel. Enfin, quand on fait un cursus designer fashion, pas le cursus business, il y avait pas assez, pour moi, on n'était pas stimulé suffisamment. Et de toute façon, moi, il me fallait un métier sûr, avec il me fallait un parachute. C'était hors de question de faire quelque chose entre guillemets fun, quoi. Un métier passion, c'était pas, non, pour moi il fallait un vrai bagage, entre guillemets un vrai métier. Ça, c'était tes parents, tu penses, qui t'ont, tu sais, un peu le côté, la mode, c'est un peu superficiel, faire des études de mode? Alors de toute façon mes parents auraient été contre, clairement. C'était médecine ou droit. Et puis mes parents étaient déjà dans la mode, donc j'avais grandi dedans et c'était hors de question que je fasse la même chose que papa et maman. Je ne voulais pas. Pour moi, c'était m'affirmer, m'imposer, faire mon chemin à moi, ma voie. Et c'était hors de question de toute façon de faire la même chose qu'eux, parce qu'à ce moment-là, j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient. Je sais pas, non. Je pense que c'est plus l'adolescence, la rébellion un petit peu, de pas vouloir faire comme papa et maman. Et puis finalement, on se rend compte quand on regarde des parcours de beaucoup de gens qu'on est très influencé par ce qu'ont fait nos parents et qu'on a tendance à s'orienter vers la même chose. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que souvent quand on a des parents qui sont créatifs, on va s'orienter vers des métiers très intellectuels, sérieux. Et puis quand on en a des parents qui ont des métiers sérieux, on veut faire des créatifs. Il y a un côté... C'est ça, il y a ce côté un peu, je prends le contre-pied, je fais l'opposé de ce qu'ont fait mes parents, un petit peu cette rébellion, mais qui change avec le temps. Quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, on a vraiment notre éducation, elle est ancrée, et je le vois même sur mon frère et ma sœur. C'est la même chose en fait. Ils sont partis vers des métiers finalement après avoir fait des études. Ils sont partis vers des choses un peu plus créatives aussi. Et du coup, tes parents, ils faisaient quoi exactement dans la mode? Alors en fait, mes parents avaient une maison. Enfin, mon papa avait une maison de pocerie. Il avait une marque et il faisait tout ce qui était cuir. Donc ils avaient à l'époque, il n'y avait pas internet, hein, donc c'était de la vente en direct, c'était des boutiques, donc de la distribution en direct. Et voilà, ils faisaient tout ce qui est veste, manteau, etc. Donc j'ai vraiment grandi dedans. J'allais dans les ateliers, j'étais toute petite, je marchais à peine, je connaissais toutes les couturières, tous les couturiers. Ils ont bossé toute leur vie, ils ont travaillé pour l'entreprise de mon père, donc c'était comme une deuxième maison. Aller dans les magasins la semaine, le week-end, on allait visiter tous les magasins. Ils en avaient beaucoup à Paris, autour de Paris et en province. Donc souvent, c'est vrai qu'on s'y rendait. Je me rappelle, on jouait avec mon frère et ma sœur entre les portants, entre les vêtements. Et donc ça a toujours été, on a vraiment grandi dedans. Et notamment quand j'étais petite anecdote, c'est que mon père avait besoin, à l'époque, il y avait énormément de volume. Donc, il y avait constamment des nouveautés, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveaux modèles. Et il fallait constamment trouver des nouveaux noms aux manteaux.
Et je leur donnais, donc du coup, mon père nous sollicitait, il nous demandait. Et puis moi, j'étais trop contente de lui donner les noms de mes camarades de classe, de mes animaux de compagnie. Donc voilà, tout y passait et j'adorais. J'avais l'impression que c'était oh là là, mais ça c'est le manteau Silvio, oh là là. Enfin, j'avais l'impression que c'était énorme et puis c'était ma patte à moi, quoi. C'est trop sympa parce que c'est vrai que j'ai lu pas mal d'interviews que tu avais données et j'avais jamais vu ce côté un peu héritage familial. Enfin, on y reviendra après, mais finalement, tu fais quelque chose de super proche de ce que faisait ton papa. Et donc, pour revenir un peu au droit, je voulais te demander, ce que je trouve c'est assez marrant. En fait, souvent, il y a beaucoup de filles qui font du droit de la propriété intellectuelle parce que finalement, elles ont envie de travailler dans la mode. Et c'est un peu, on n'ose pas s'avouer, mais en fait, on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Totalement, totalement. D'ailleurs, quand on regarde dans les cursus de Master 2 en pays, 3 quarts de la promo, c'est des filles. Donc c'est vrai que c'est une filière assez, ouais, très. Je pense que c'est beaucoup de filles qui n'osent pas franchir le pas. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que la mode, déjà, c'est un métier difficile. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas vraiment je vous dis, c'est soit faire un profil business de la mode, mais alors du coup c'est pour faire du merchandising, etc. Donc c'est des choses qui peut-être nous intéressent pas forcément, moi personnellement qui ne m'intéressait pas du tout. Soit ça va être hyper créatif et encore faut-il savoir dessiner parce que quand on commence, moi je dessine pas bien du tout, mais quand on passe les entretiens pour entrer dans une école de mode, on a pas mal de books à transmettre, etc. Donc, faut déjà avoir un côté très créatif. Et puis, on n'a peut-être pas aussi envie d'être formaté. Je sais que moi, j'estime enfin, je suis très heureuse de ne pas avoir fait d'école de mode parce que je trouve que les élèves sont très formatés. On leur dit qu'il faut raisonner comme ça, comme ça, comme ça, faire comme ça. On les pousse à faire des choses entre guillemets très créatives, mais alors absolument pas commerciales. Voilà, moi je suis pas du tout pour l'école de mode, donc je pense qu'en plus le métier a tellement évolué, tellement changé, et avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe. Les métiers d'aujourd'hui, c'est surtout des métiers qui s'apprennent sur le terrain. C'est des métiers qui se créent. Il n'y a pas d'école pour ça. Et depuis, de toute façon, la meilleure école, clairement, c'est le terrain, hein, c'est la pratique. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut lancer sa marque de mode de faire des études, donc, enfin, des études dans la mode? Donc, non. Pas forcément, hein, pas forcément. Je pense que c'est bien de faire 1 an peut-être. J'ai un profil particulier parce que comme j'ai baigné dedans, je pense que même si on m'a pas formée, on a un instinct, on a quelque chose un raisonnement. C'est pas que j'avais des bases non plus parce que j'ai dû tout apprendre. Je savais pas ce que c'était qu'un patronage, hein. Je savais pas ce que c'était rien, les coutures. Je savais même pas coudre un bouton. Donc, mais c'est juste que j'estime qu'on peut tout apprendre sur le terrain. On va apprendre 1000 fois plus en une journée dans l'atelier que en un mois en classe, quoi. Donc voilà, je suis pas pour, mais c'est vrai qu'après il faut aussi s'accrocher et ça veut dire qu'il faut énormément travailler. Il faut compenser en s'informant par soi-même. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu te manquer dans le sens plus se faire un réseau après dans la mode? Est-ce que c'est plus facile de se faire un réseau, avoir des connaissances, être bien vu par exemple quand on a fait une école de mode? Oui et non. En fait, je vois qu'effectivement, il y a certaines filles qui ont fait des écoles de mode connues à Paris, qui effectivement arrivent avec déjà un réseau. Ça leur facilite le travail, ça leur facilite la tâche. Comme c'est un tout petit milieu où finalement un peu tout le monde se connaît, c'est vrai que ces personnes ont tendance à être valorisées tout de suite, comme si un petit peu l'école qu'elles avaient fait voulait dire qu'elles étaient des créatrices incroyables. Après, très honnêtement, j'en vois plein d'autres qui se sont formés sur le terrain, qui n'ont pas du tout fait d'école de mode, qui sont brillants, qui marchent 1000 fois mieux, qui ont des marques qui vendent vraiment. Donc non, je pense que c'est pas du tout indispensable. Et son réseau, on se le crée, on se le fait tout seul. Moi, j'en avais pas du tout. Toutes mes amies, elles sont avocates. C'est vraiment, voilà, pour moi, je viens d'un autre milieu. Parce que la génération de mon papa, j'ai pas du tout bénéficié de son réseau.
parce que lui, c'est une autre génération, c'était d'autres méthodes de travail, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. J'ai dû tout faire, tout construire, et j'y suis bien arrivée, et j'y suis arrivée très vite. Vous pouvez rencontrer du monde avec Instagram, c'est tellement facile en fait d'échanger avec des gens, de leur proposer un café, de les rencontrer. Après, si vous avez en plus, moi je pense que j'ai bénéficié de ça aussi, c'est qu'on a eu un produit très attractif. On a eu un produit qui est arrivé au bon moment, au bon endroit. Et effectivement, j'ai pas non plus eu besoin d'aller vers les gens, c'est plutôt les gens qui sont venus vers nous. Donc tout de suite, on a rencontré énormément de monde. Et puis après, si vous faites par exemple, nous on a commencé comme ça aussi au début, on a fait des salons, les Fashion Week, on a rencontré un monde pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, c'est surtout, je dirais, c'est pas forcément à l'école qu'on se crée son réseau. Bon, alors on va revenir à ton parcours, parce que du coup, on parle beaucoup de la scène et moi déjà. Alors, donc, tu as fait des études de droit, et alors c'est assez marrant parce que tu fais un master 2 en droit de la communication, et l'année d'après, tu décides de finalement faire une école de journalisme. Donc, c'est un peu le passage de, justement, on fait du droit 2 pour finalement après faire le vrai... Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as eu le déclic pour ça? Et puis, comment tu as réussi à entrer dans une école de journalisme? En fait, j'étais dans ma petite bulle pendant mes études de droit. J'étais très bien dans mon petit cocon à Paris 2. On était tous ensemble. Voilà, j'avais mon groupe d'amis. Je me suis pas trop posé la question. À ce moment-là, j'étais vraiment dans le droit. Je savais que je voulais pas être avocate, enfin que je voulais pas bosser en cabinet, mais j'étais très bien en droit. Et en master 1, je suis partie au Canada pour un échange universitaire. Et en fait, pendant cet échange, pendant ce master, je suis sortie de ma bulle. On m'a vraiment, je suis sortie de ce petit cocon, de mes petites habitudes, de mes amis, de mon petit groupe, et je me suis aperçue que finalement, j'avais besoin de faire un truc un peu plus manuel. Que ça me plaisait de faire des choses intellectuelles, mais qu'à toucher quelque chose, voilà, ça me stimulait, j'en avais besoin, et surtout, j'avais besoin de faire un métier passion. Parce que je savais que je voulais bien gagner ma vie, je savais qu'il fallait que je fasse ça pour pouvoir avoir ça, mais il fallait que quand je me réveille le matin, je sois motivée, je sois passionnée, que j'aime ce que je fais, parce que la vie, elle est longue, et que mine de rien, sur le coup, on se dit, bon, quand j'aurai 30 ans, oui, je serai toujours motivée, mais est-ce que je serai toujours motivée quand j'en aurai 40, 45, 50? Et j'ai vu tellement de gens, tellement d'amis de mes parents, en fait, déçus, pas déçus, pardon, mais c'est pas le terme, mais fatigués, épuisés, n'avoir aucun plaisir à aller au travail. Je me suis dit, mais je veux pas me retrouver je veux pas me retrouver à leur place un jour. C'est hors de question, et de devoir compter jusqu'à la retraite, j'avais pas du tout envie. C'était pas possible pour moi. On n'a qu'une vie. C'était pour faire quelque chose. C'était pour rêver. C'était pour réaliser des choses qui ont de l'impact. Et donc du coup, je passais beaucoup de temps à New York, parce que j'étais donc à Montréal. Montréal-New York, c'est juste à côté. J'avais des amis qui étaient à New York, donc j'y passais énormément de temps. Et en allant à New York, vraiment là, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais c'est sûr que c'est dans la mode que je veux bosser, c'est une évidence. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, de toute façon, c'était toujours lié à ça. Et j'ai commencé à regarder FIT, donc la Fashion Institute of Technology, qui est une énorme école donc de mode à New York, dans le monde d'ailleurs, qui est reconnue dans le monde. Et puis là, je regarde un petit peu plus les cursus, machin, etc. Et puis, je commence à en parler à mes parents par Skype. Alors évidemment, j'ai eu un refus immédiat. C'est hors de question. Non, on te paye pas l'école, tu n'iras pas. Tu vas rentrer et tu vas finir ton master de droit. Et puis tu vas passer le barreau. C'était pas juste finir le master de droit, hein. Fallait que je passe le barreau, fallait tout finir. Et puis finalement, j'ai fini. Bah, j'avais pas le choix, hein. Je suis rentrée. J'ai fini mon cursus. Pourquoi j'ai choisi le master 2 droit de la communication, droit des médias, c'est parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, si j'avais fait une porte ouverte d'école de mode à Paris, j'avais pas du tout aimé.
je devrais pas dire ça, mais vraiment, c'est pas pour moi. Et je me suis dit: «Non, non, je veux clairement pas faire ça. Il faut que je trouve quelque chose qui me stimule intellectuellement, mais qui allie peut-être, plusieurs choses que j'aime». Alors j'avais une autre passion aussi à ce moment-là, c'était la politique. J'adorais la politique. Je m'y intéressais énormément et je me suis dit: «Bah, finalement, le journalisme, ça me paraît pas mal parce que à la fois, je pourrais peut-être me réorienter vers le journalisme, un mode et en même temps, peut-être, me brancher sur quelque chose de plus intellectuel avec des sciences politiques, avec du journalisme politique». Donc c'est là que j'ai décidé d'intégrer, une école de journalisme. Donc j'ai juste fait un deuxième master 2, dans une école de journalisme, spécialisée en audiovisuel. Parce que ce qui m'intéressait effectivement, c'était plutôt la télé, c'était pas du tout la presse écrite. Comment ça s'est passé ton admission dans ce master journaliste? Est-ce que c'est difficile quand on n'a pas fait vraiment? Non, 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 parce qu'en fait, c'était un deuxième master 2, c'est pour des gens qui avaient déjà un M2. C'était un cursus juste d'une année. C'était pas comme les écoles de journalisme ou post-bac ou enfin oui, post-bac et qui sont des cursus de 3, 4, 5 ans. Nous, c'était uniquement une petite classe, uniquement pour des gens qui avaient déjà un master 2 en poche. Donc pour nous, c'était sur dossier, je crois, avec un mini examen. Je me souviens plus très bien. Je me souviens plus très bien, mais non, non, c'était facile. C'était pas très compliqué et facile. Fallait bosser quand même. J'avais quand même passé 6 mois à afficher Le Monde tous les jours, hein, et à lire toute la presse, mais et à regarder les infos tous les jours. Donc non, c'était pas non plus facile, mais c'était facile par rapport à l'entraînement que j'avais de mes études de droit où j'ai énormément travaillé, où j'ai travaillé très très dur pendant 5 ans. Donc voilà. Et donc non, j'ai passé cette année. C'était sympa parce que du coup, j'avais l'impression de faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus concret, je dirais, un peu plus ancré dans la vie du quotidien, etc. Et à la fin du master, j'ai bossé 6 mois sur une émission de télé qui était de l'infotainment, donc il y avait à la fois la partie info et à la fois l'entertainment. Donc du coup, j'avais ce côté, on recevait des chanteurs sur le plateau, etc. Mais en même temps, on recevait des politiques. Donc c'était hyper intéressant. Oui, est-ce qu'on peut donner le nom de l'émission du coup? C'était l'émission C'est à vous sur France 5. Et en fait, je suis arrivée en même temps que Anne-Sophie Lapie, qui aujourd'hui présente le JT de France 2 et qui est une femme brillante, hyper intelligente, qui a fait des études incroyables et qui est une bosseuse. Donc j'avais un modèle. C'était vraiment très enrichissant. On interviewait des politiques, c'était hyper intéressant. Et puis en même temps, on partait chercher des nouvelles startups, plein de nouvelles idées, etc. C'était très intéressant, mais je n'aimais pas le milieu. C'était pas un milieu pour moi. Et puis, je me suis surtout rendu compte que je voulais bosser, que je voulais travailler à mon compte, que je ne pouvais pas, que j'étais pas faite pour être salariée et que j'avais vraiment besoin de mener ma barque parce que j'étais très investie et je bossais beaucoup. Donc, il y a un moment donné où vous vous rendez compte que les gens vont pas forcément bosser autant que vous, ou vous avez pas forcément le retour. Donc non, je savais à ce moment-là, j'ai vraiment compris que je voulais me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et puisque de toute façon mes parents étaient entrepreneurs aussi, donc je pense qu'aussi ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui fait partie de votre éducation, qui s'est glissé dans votre éducation sans que vous vous en rendiez compte. C'est marrant parce que du coup, quand tu parles d'investissement, j'ai eu un peu ce côté-là aussi où en fait, je voulais changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais tellement investie dans mon travail que je me disais, mais en fait, on pourrait faire ça, ça serait mieux, ça serait mieux. Et en fait, moi, j'étais junior. En plus, quand on est avocat, c'est très, très conservateur. Donc, je me regardais un peu, mais comment t'oses un peu donner ton avis? Et en fait, j'étais vraiment frustrée parce que je voyais plein d'améliorations. J'avais envie que ça marche mieux. Et ça, en fait, on peut le faire que quand c'est sa propre boîte. Exactement. Donc, on est hyper frustré. C'est exactement ça. Les choses, en fait, on pense avec notre jeunesse, on pense qu'on peut changer les choses. Et en réalité, à chaque fois, on se retrouve face à un mur. Mais je parle pas dans plusieurs domaines, hein, vraiment. Je vois même autour de moi des gens autour de moi qui ont fait des reconversions ou qui m'ont parlé de quand ils changent de boîte, d'une boîte à l'autre, etc. On se retrouve toujours face à un mur et finalement les gens n'ont pas forcément envie de faire bouger les choses. Après, je peux comprendre, on peut pas tous avoir une ambition voilà, de faire des grandes choses ou j'en sais rien, ou de vouloir se mettre en son compte un jour. Donc il faut de tout.
Mais c'est vrai que non, c'est difficile de faire changer les choses. Donc à ce moment-là, j'étais un peu déçue, je voulais vraiment, surtout qu'il y avait plein de choses, il y a tellement de choses à faire dans ce métier, mais et à changer. Mais donc j'ai été déçue, j'ai préféré arrêter cette, très jeune vocation, qui m'était apparue la dernière année de master 2 et en me disant que de toute façon, si la politique me plaisait, encore après, c'est quelque chose qui pouvait se faire, à côté de plein de métiers, de peu importe le métier que vous faites, que ça pouvait être un complément, mais que du coup, la partie journalisme, clairement, non, c'était pas pour moi. Hem, donc heu, donc du coup, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Parce que je me suis dit encore une fois, je suis la seule chose qui restait dans ma tête, c'était la mode. C'était ancré, c'est la seule chose qui me motivait, le plus et je voulais tellement pas regretter plus tard. Pour moi, voilà, il faut pas avoir de regrets. Il faut tout tenter et surtout quand on a encore que, 23 ans, si on le tente pas à 23, c'est beaucoup plus difficile de se lancer à 30, de se lancer à 35. Une fois qu'on a acheté un appartement, on se retrouve avec un crédit sur le dos. C'est encore plus difficile de quitter son job pour se lancer. Pareil, après, on a des enfants. Voilà, il y a plein de contraintes quand on grandit. Donc, pour moi, il fallait tout tenter maintenant. Et je me disais que de toute façon, je pouvais très bien retourner en droit sans problème, euh, tant que j'avais pas déjà commencé à entrer dans un cabinet. Et donc à ce moment-là, je commence à travailler avec eux. Eux voulaient un site internet. C'était il y a 8 ans. Donc il y a 8 ans, vous allez, c'est difficile à croire, mais il y a 8 ans, très peu de gens avaient des sites internet, mais très, très peu. Hem, donc il a fallu tout apprendre sur le tas. Il n'y avait pas encore d'école, où on pouvait apprendre à coder et cetera, rien du tout. Donc il a fallu trouver des freelances, il a fallu trouver des équipes, il y en avait vraiment peu et puis c'était extrêmement cher à l'époque, hein, de faire un site internet. Les devis, c'était des 10 000 à 15 000 €. Donc voilà, il a fallu s'adapter, il a fallu tout apprendre et donc on s'est lancé dans l'aventure. Le site, il a marché, c'était donc premier site e-commerce, il a tout de suite marché. Il y avait très peu de concurrence en plus à l'époque. Donc je me suis complètement formée sur le terrain, que ce soit de l'envoi des commandes, trouver les packaging, les transporteurs, tout négocier, etc. Les bugs sur le site, il y en avait plein. Trouver des améliorations, faire toujours mieux pour les photos, parce que les premières photos, on les faisait nous-mêmes. Après, on a commencé à acheter le matériel. Ensuite, je me suis formée sur Photoshop. Enfin, j'ai vraiment tout touché, tout fait, tout appris sur le terrain. Et puis après, il y a eu plein d'améliorations, plein d'évolutions, puisque de toute façon, enfin, c'est devenu tellement courant. Maintenant, c'est devenu indispensable d'avoir un site internet. Donc effectivement, il y a eu plein de choses nous ont facilité la vie. Et du coup, au bout de 4 ans, je me suis un petit peu lassée, 4-5 ans. J'avais envie de faire quelque chose de différent parce qu'en fait, pour plein de raisons. J'avais envie de créer mes vêtements parce que jusque-là, c'était les créations de mes parents ou alors c'était des fournisseurs avec qui on travaillait, et donc on distribuait leurs produits. J'avais vraiment, voilà, soif de création et j'avais envie de créer vraiment une marque. Parce que ce qu'on avait fait jusque-là, c'était surtout, c'était plutôt un multimarque. C'était pas on faisait pas de travail de presse, on faisait pas, voilà, on n'avait pas besoin de travailler l'image. C'est des produits qui se vendaient tout seuls. Donc il y avait pas besoin. Moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui reste dans le temps, sur le long terme, petit à petit, grandir et voilà, créer une vraie marque. Alors, comment tu as eu l'idée du coup de faire la scène et moi, puisque c'est très très niche, hein, donc c'est des fausses fourrures véganes de luxe à prix abordable, si j'ai bien résumé. Voilà, maintenant tu fais plein d'autres choses, hein, tu fais aussi du prêt-à-porter, tu fais vraiment pas mal d'autres choses. Mais comment tu as eu l'idée de base que c'est hyper niche? Bah alors justement, c'est parce qu'en fait, en travaillant avec mes parents qui faisaient donc tout ce qui est cuir et pocerie, alors le cuir est très lié à la vraie fourrure. Parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes artisans qui fabriquent les 2. C'est un tout petit milieu, c'est-à-dire que déjà la mode est un petit milieu, mais alors là, on est sur on est sur un
petite graine, voilà, où ils se connaissent tous. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir mettre les pieds dans plein d'ateliers, chez plein de fournisseurs, et puis de me rendre compte que la vraie fourrure, il y avait un problème de traçabilité, qu'on savait pas forcément de quel pays elle venait. Enfin, on savait de quel pays elle venait, mais on ne savait pas forcément de quel animal ça provenait. Parce qu'en fait, ça passe par plusieurs pays, et puis souvent, ça n'arrive pas forcément directement en France, ça rentre dans l'Europe par d'autres pays, et donc en fait, vous n'avez pas une il y a il y avait un manque de traçabilité. Donc ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème. Je me suis dit, que c'était pas normal parce que, on sait même pas quel animal on a sur le dos, je trouvais ça un petit peu limite, et parce qu'on sait que dans certains pays, bon, on va pas se mentir, c'est des chiens qui sont utilisés. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un deuxième déclic. Ça a vraiment été un cheminement. C'était un cheminement sur 3 ans à peu près. Il y a eu un deuxième déclic, c'est qu'en fait, j'ai commencé à découvrir les vidéos de L214 sur les abattoirs, etc., et sur comment était la vraie fourrure, les peaux exotiques. Et alors qu'avant, je m'y intéressais pas vraiment parce que j'avais cette image un peu. On avait une image de la PETA qui était très virulente, un peu violente. Et donc, en fait, c'est des images qu'on avait finalement pas envie de regarder. En grandissant, non seulement j'ai commencé à m'y intéresser, mais en plus, L214 a tourné les vidéos de façon un peu plus, je dirais, informative. Enfin, on a appris moins choc. Et du coup, voilà, là, d'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu une explosion, il y a eu un boom, tout le monde s'est mis à les regarder, etc. Donc, à les partager. Donc voilà, donc il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi un troisième déclic. C'est quand ma meilleure amie m'a dit un jour, ah, je viens de récupérer le manteau en vison de ma grand-mère, mais j'ai trop honte de le mettre dans la rue, j'ai trop peur, j'ai pas envie qu'on m'agresse ou quoi. C'est quand même des petits visons, etc. Ça m'embête. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on trouve pas une solution, une alternative? Il faudrait juste qu'on trouve de la fausse fourrure qui soit équivalente à la vraie, mais qui fasse pas bas de gamme, qui fasse pas cheap. Parce que en fait, alors, il y a 5 ans, quand je dis ça, on dirait que c'était hier, mais il y a un chemin énorme qui a été parcouru depuis. Il y a 5 ans, les seules fausses fourrures qu'il y avait sur le marché, c'était chez H&M, et c'était des choses très, très, très bas de gamme. Moi, je refusais d'en porter parce que déjà, j'allais pas chez H&M. Moi, j'étais j'aimais vraiment les vêtements de qualité. Je préférais mettre de côté, d'acheter qu'une seule pièce, mais qu'elle soit de qualité, que mes vêtements durent dans le temps. Et surtout, je voulais des choses, je voulais un manteau qui tienne chaud, qui soit doux, qui soit beau, qui soit chic surtout. Et puis, des vêtements que tout le monde n'a pas. Parce qu'à ce moment-là, quand il faisait froid il y a 5 ans, je me souviens très bien quand j'allais à la fac, enfin, c'était il y a plus que 5 ans du coup, il y a 10 ans, quand j'allais à la fac, j'avais 4 couches de vêtements, j'avais trop froid dans l'amphi, j'avais des manteaux qui étaient en pseudo, soit en laine, soit enfin que tout le monde avait, des marques que tout le monde connaît, tout le monde avait le même, et ou alors c'était H&M, Zara, et qui était de la matière de mauvaise qualité. Donc il fallait trouver une solution. Et c'est comme ça qu'est née La Scène et moi. Mais franchement, c'est génial, je trouve, parce que t'as tout, en fait, c'est sustainable, made in France, en même temps, t'as complètement changé, en fait. C'est quand même dingue de partir de fourrure, en fait. Enfin, tu vois, c'est tellement opposé. Et comment ça s'est passé, la création de ta marque? Est-ce que ça a été compliqué? Comment t'as fait un peu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus? Tu parles administrativement? Non, plus à partir du moment où tu as l'idée, comment tu trouves après tes fournisseurs, tout ça, est-ce que ça t'a pris du temps? Comment tu montes l'image? Beaucoup. 1 an et demi pour trouver les personnes avec qui travailler, que ce soit les artisans, etc. Parce qu'en fait, nous, quand on est arrivé, quand on a voulu faire de la fausse fourrure, comme la vraie fourrure marchait toujours très bien, mais il n'y avait pas d'atelier. Les fournisseurs avaient un peu mis la clé sous la porte. Les ateliers, clairement, étaient en train de mettre la clé sous la porte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les artisans, surtout, ne voulaient pas, au début, travailler la fausse fourrure parce qu'en fait, ils ont des marges beaucoup moins importantes que sur la vraie. Sur la vraie fourrure, il y a des marges énormes. Et donc, en fait, il a fallu les convaincre. C'était très compliqué.
Mais comme ils avaient de moins en moins de travail, parce qu'en plus la vraie fourrure était de plus en plus fabriquée en Chine, plus du tout en France. C'est pour ça qu'en fait, ils se retrouvaient tous un petit peu, avec, la corde au cou, quand on est arrivé. Moi, j'étais toute seule, hein. J'étais toute seule dans tous les ateliers, j'étais toute seule, j'étais leur seule cliente, dans les ateliers, les fournisseurs, on était, dans les, 3 premiers clients. Enfin, on a été hyper avant-garde, hyper précurseurs. Moi, quand vraiment, je vous dis, quand j'ai commencé, bon, je te dis, quand j'ai commencé, la vraie fourrure, elle marchait encore hyper bien. Elle cartonnait. Je me rappelle encore de ma première présentation presse. Bah, du coup, tu parles de la marque quand on l'a lancée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite pris un bureau de presse quand j'ai commencé, parce que je savais que déjà c'était une idée qui était. Je voulais pas qu'on me pique l'idée, que quelqu'un de plus gros, avec plus de moyens, nous prenne l'idée et la lance. Donc, on a tout de suite pris un bureau de presse pour commencer à communiquer sur la marque et notre concept de monoproduit. Et en fait, la première présentation presse qu'on avait fait, je me rappelle très bien d'une journaliste qui dit: «Mais je comprends pas l'intérêt de faire de la fausse fourrure qui ressemble à de la vraie». Elle me dit: «Quand on fait de la fausse, faut qu'on voit tout de suite que c'est de la fausse». Donc vraiment, on partait de préjugés et de trucs tellement aberrants. Et puis finalement, et puis surtout aussi, on avait des prix, on était dans les 400-450 € pour un manteau. Et on avait déjà des remarques, à ce moment-là, on avait des remarques sur le prix. «Ah mais quand même, c'est pas donné, à ce prix-là» et cetera. Parce qu'en fait, à cette période, les manteaux en lapin étaient vendus à rien. C'était pas cher du tout parce qu'en fait, c'était une production de masse qui venait de Chine. Et c'est pour ça que je dis sur la traçabilité qu'il y avait un énorme problème et qu'en réalité, on se demande parfois si même si c'est des lapins. Peu importe ce que c'est, de toute façon, c'est atroce. Et en fait, voilà, parce que c'était vendu sur les marchés. Sur les marchés, il y avait des pièces en vraie fourrure. Donc imaginez derrière, enfin, et quand on pense le nombre d'animaux qu'il faut pour faire une pièce, pour faire un petit gilet. Donc voilà, c'était la vraie fourrure était très très présente. Et donc ça a été, les premiers mois ont été compliqués parce qu'il a fallu voilà, tuer tous les changer les mentalités. Déjà il a vraiment fallu changer les mentalités. Et ça, je peux vous dire que pour le coup, on a été on est hyper fiers parce que la Seine et Moi a vraiment été précurseur et a été la première maison de phosphore haut de gamme au monde. Donc, parce que après c'est beaucoup plus facile, hein. On a eu 1000 marques de phosphore qui se sont lancées, ils sont arrivés, tout était fait. Mais je vais vous dire, parler aux gens, discuter avec les journalistes, discuter avec tout le monde et expliquer aux gens l'intérêt de la fausse fourrure, ce que c'est, etc. et la qualité qu'on utilise, ça a été un boulot monstre. Et pendant longtemps. Et la deuxième chose, c'est que depuis le début, de toute façon, j'avais voulu faire du Made in France. Ça me tenait à cœur. Je voulais faire bosser nos artisans français. Je suis hyper patriote et j'ai toujours voulu soutenir mon pays. Donc voilà. Donc ça a été aussi un gros challenge. L'autre challenge, c'est que j'étais très jeune. Quand vous débarquez dans un atelier, que vous êtes très jeune et qu'en plus vous n'avez pas fait d'école de mode, donc vous connaissez pas exactement comment ça fonctionne, etc., les termes. C'est pas facile. mais, mais voilà, les premières années, elles ont été difficiles, mais je dois dire qu'elles ont aussi été très belles parce que hyper formatrices, très excitantes. En plus, vous êtes tellement motivés au début, vous avez une niaque, il y a personne qui peut vous arrêter. Et donc, c'était les débuts. Puis on a rapidement aussi gagné en notoriété parce qu'on a remporté le prix de la PETA pour la meilleure marque vegan. Donc du coup, on a tout de suite été soutenu, on a tout de suite eu de la presse, beaucoup de presse. On était un produit très novateur. Et je voudrais ton avis. Donc, tu dis que c'est compliqué de changer les mentalités, tout ça. Est-ce que toi, par exemple, si quelqu'un veut se lancer dans la mode, est-ce que tu lui conseillerais de faire quelque chose de très niche, comme toi, tu as pu le faire, avec les difficultés que ça entraîne, ou tu conseillerais d'aller sur quelque chose un peu plus commun, grand public? En fait, ça dépend de l'objectif de la personne. C'est-à-dire que si vous voulez faire énormément de chiffre d'affaires, clairement, il faut pas aller dans un produit niche. Il vaut mieux aller sur quelque chose qui touche la masse. Mais si effectivement vous êtes vous préférez faire quelque chose qui a du sens, avec des valeurs fortes, ce qui est beaucoup plus d'ailleurs la tendance actuelle. Là, dans ce cas, oui, on peut se lancer sur un produit niche. Après, nous, on était un monoproduit au début. C'était important pour moi d'avoir un monoproduit parce qu'en fait, ça ne dilue pas le message. Ça montre aussi qu'on est spécialisé dans ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, on est vraiment, on a un savoir-faire. Vous pouvez trouver tous les manteaux en phosphore du monde que vous voulez. Ça sera jamais la même qualité que la nôtre.
c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai travail. Nous, le travail qu'on fait sur notre fausse fourrure, c'est le même qu'on fait sur des manteaux en vraie fourrure. C'est des machines spéciales, c'est des artisans spéciaux qui d'ailleurs il y en a quasiment plus. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment particulier. Et une fois que on était vraiment, qu'on s'était imposé dans ce domaine-là, là, j'ai pris cette liberté d'étendre en lançant le prêt-à-porter, en lançant des nouveaux produits. Et aussi parce qu'on avait de la demande. Nos clientes, elles nous demandaient, vous voulez pas faire des vêtements, on aimerait bien, j'adore ce que vous portez, moi je mets beaucoup de pièces vintage que Chine, etc. et plein de choses comme ça. J'adore cette pièce, j'aimerais trop la porter. Donc ça a été un cheminement logique, simple, parce que j'en avais envie, qu'on voulait faire aussi tout, montrer l'univers de La Seine et moi, faire un total look, La Seine et moi, montrer qui était la femme de La Seine et moi, mais il faut pas se précipiter. Je pense que des marques de prêt-à-porter aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Le marché, il est inondé. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a surtout n'importe qui lance sa marque de vêtements parce que c'est devenu hyper facile de lancer sa marque de vêtements, mais c'est facile de la lancer, mais c'est pas facile de rester, de vendre, c'est pas facile de la développer, c'est pas, voilà, il y a énormément de contraintes derrière et ça malheureusement les gens n'en ont pas conscience. Après c'est intéressant parce que justement au début de l'épisode tu disais que tu voulais faire de la politique et finalement c'est un peu presque un engagement politique en fait avec ta marque. Ça se ressent dans ce que tu dis. Complètement, parce que je suis très engagée dans tout ce que je fais et que je suis très entière et du coup quand je fais quelque chose c'est à fond, c'est à 100%, sinon je le fais pas. Donc du coup c'est vrai, je suis extrêmement engagée et c'est le même. Enfin, voilà, tu as très bien cerné. Ben, ça se ressent en tout cas. Et donc, je voudrais aussi ton avis sur la sustainable fashion aujourd'hui. Bon, personnellement, moi, je trouve que c'est très compliqué parce que en fait, tout le monde veut des marques sustainable made in France, mais j'ai l'impression quand même que les consommateurs ne sont pas forcément prêts à mettre le prix. Et même quand je vois, toi, tu as des prix quand même qui sont assez bas par rapport, je pense, au coût que ça doit entraîner. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, les marques sont un peu dans un étau entre la demande et et en même temps faire au prix des autres, parce qu'on peut pas non plus avoir des choses hors de prix. Et aussi, je voudrais ton avis sur finalement tout ce qui est un peu faux made in France, parce que plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques qui se disent made in France, mais en fait non. Comment toi tu te sens par rapport à ça? Alors effectivement, je supporte pas le greenwashing. J'en ai même horreur. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, on voit dans la presse énormément d'articles sur des marques qui sont très 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 connues, qui ont beaucoup d'argent, qui font du greenwashing. Et puis tout le monde est là à lever les bras, bravo, c'est génial, et à leur faire des pleines pages. Alors qu'à côté de ça, ils vont pas parler de vrais créateurs ou de vraies marques qui ont un engagement fort depuis le début, qui est sincère et dont qu'il faudrait mettre en avant et dont il faudrait parler. Donc ça, c'est sûr que oui, ça, très honnêtement, ça me contrarie, ça m'énerve, mais bon, enfin, ça me passe au-dessus. Maintenant, je m'en fiche complètement, mais c'est bien sûr que ça me fait de la peine parce que je pense que les mentalités changent. Le consommateur a énormément changé et heureusement parce que c'est le consommateur aussi qui pousse. C'est grâce au consommateur que le milieu évolue. En fait, le milieu serait resté tel quel et n'aurait pas changé si le consommateur n'avait pas évolué. Donc, je suis très très contente et le Covid n'a fait qu'accélérer tout ça. Donc j'en suis ravie. Nous, on s'est battu pour le Made in France depuis 5 ans et pourtant franchement, je voyais bien dans le regard des gens que quand on en parlait, pardon, là maintenant ça intéresse la presse, ça intéresse tout le monde. Ah, vous êtes Made in France en plus, ah super. Mais avant ça, ils n'en avaient rien à faire en fait. Ils préféraient proposer un produit qui était à moins de 100 euros plutôt qu'un autre qui était un petit peu plus cher mais qui était fait en France. Donc effectivement, ça a été compliqué. Maintenant, c'est hyper facile parce que du coup, bah, c'est vraiment la tendance actuelle et j'espère qu'elle va rester. Et surtout qu'elle va perdurer et que les gens vont de plus en plus s'engager. Concernant le Made in France, à proprement parler, oui, ça m'énerve que des marques se disent Made in France alors qu'en réalité, elles font que mettre estampiller un bouton, enfin estampiller leur produit ici pour pouvoir écrire Made in France. Après, au moins,
Ça permet aussi en termes de communication de parler davantage du Made in France. Donc ça me fait plaisir. Ça me voilà, ça montre en fait que c'est quelque chose d'important aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous on fait vraiment tout en France, mais c'est hyper difficile. C'est un challenge énorme. Il y a plus beaucoup d'ateliers, il y a plus beaucoup de fournisseurs, il y a plus beaucoup de. C'est très très difficile. Donc et ça coûte très cher. Alors après nous volontairement effectivement on a des prix extrêmement abordables. Pourquoi? Parce qu'on a réduit nos marges, parce qu'on fait hyper attention à nos coûts. On fait très attention déjà on ne solde pas. On n'a jamais soldé depuis le lancement de la marque il y a 5 ans. C'était déjà dans notre charte. On refusait de solder. Pour moi, un produit il doit être intemporel. Ou alors dans ce cas on produit moins en quantité, mais il ne faut pas stocker. Je pense que voilà, je suis contente en tout cas qu'aujourd'hui les choses changent. Le Covid a tout fait accélérer, a clairement accéléré les choses, mais tout en restant abordable. Après, je vais pas vous mentir, nous nos manteaux normalement, nos concurrents qui fabriquent avec les mêmes produits que nous vendent il n'y a pas un seul manteau dans le monde à moins de 1 000 euros. Donc quand nous on le vend 400 euros et encore maintenant on est à 350 parfois, oui, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices, mais c'est parce que je veux être abordable. En fait, j'ai voulu répandre le Made in France. Moi, ce que je voulais, c'était que les clientes qui me disaient avant, ah mais le Made in France c'est cher, on aime mais c'est cher, etc. Je voulais pouvoir leur proposer un produit Made in France au même prix qu'un produit fait en Asie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous, nos manteaux à 300-400, on concurrence toutes les autres marques de fausses fourrures qui sont fabriquées en Chine. C'est génial. Donc, je suis super contente. Les clientes comme ça, elles sont fidèles, elles viennent chez nous en premier, elles rachètent, elles recommandent à leurs amis. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix que malheureusement très peu de marques font pour le moment, mais j'y crois. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous permettra de faire de nouveau de la quantité en France, enfin de pouvoir réindustrialiser le pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et puis à la scène et moi? Quels sont un peu tes projets? Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'on se développe encore plus en ligne parce qu'en fait, on a arrêté. Avant, on vendait dans tous les grands magasins, on vendait au Bon Marché, au Galeries Lafayette, etc. On a décidé d'arrêter pour pouvoir proposer nos produits justement à un prix plus abordable. Parce que sinon il fallait compter la marge des grands magasins en plus. Donc maintenant qu'on est 100% digital, ce qu'on aimerait, oui, c'est encore plus se développer en ligne, que nos clientes continuent de parler de nous et qu'elles reviennent. Elles reviennent déjà très souvent, mais qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Après, c'est je dirais, je sais pas, parce que tout ce qu'on fait, en fait, je suis tellement contente de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a eu un parcours incroyable et même là, le lancement du prêt-à-porter marche hyper bien. Donc voilà, j'avais peur. Ça, à chaque fois, c'était un nouveau challenge, un challenge qu'on est en train de relever encore. Donc voilà, ce que je souhaite pour la scène et moi, c'est de continuer comme ça. Oui, c'est bien, tu es un peu sur le moment où on sait plus de la gratitude sur tout ce que tu as fait plutôt que de gros changements, en fait. Tu es un peu sur... Oui, on n'a pas besoin de gros changements parce que le gros changement, on l'a vécu l'année dernière quand on a décidé d'arrêter de vendre à tous les grands magasins, d'arrêter les Fashion Week. Ça a été un énorme changement pour nous de devenir 100% digital. Parce que c'était un énorme chiffre d'affaires pour nous. On cartonnait à l'étranger dans les grands magasins. Ça marchait hyper bien. Et c'est une décision qu'on a prise pour nos clientes. C'est une décision qu'on a prise pour pouvoir proposer un produit encore plus abordable. Donc voilà, le changement, on l'a eu et il s'est hyper bien passé. Donc du coup, voilà. Après, c'est sûr que je trouve que c'est une super idée parce que je vois, même moi avant, j'adorais aller faire les magasins. Je faisais des journées shopping et là, les magasins ont réouvert, mais pourtant, en fait, je suis habituée à être en ligne, enfin à tout faire sur Internet. Donc, je pense qu'on a changé les mentalités par rapport à ça. Et je voulais te demander parce que je trouve que tu as des inspirations vraiment très londoniennes. Comme moi, je vis à Londres. Où est-ce que tu trouves tes inspirations? Est-ce que tu t'inspires de la mode à Londres? Alors effectivement, j'allais très souvent à Londres et surtout les premières collections, elles sont énormément inspirées voilà, du côté londonien, du style londonien, parce que pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait en Angleterre ils sont très animal friendly. Ils font vraiment attention ils sont très très portés sur la cause animale et ils étaient ils étaient précurseurs puisque la fausse fourrure là-bas était très développée contrairement à la France. Donc ça a été un des pays où on a le plus vendu quand on a démarré. Nous, quand on a commencé, vraiment en France, les gens n'étaient pas prêts. On a beaucoup vendu aux États-Unis et beaucoup vendu en Angleterre. Donc effectivement, beaucoup d'inspiration américaine, beaucoup d'inspiration
beaucoup du style british, avec des couleurs, etc. Parce que la française, elle osait pas trop. Hein. La parisienne, elle est très bleu marine, elle est très classique. Et ce que j'étais, hein, ce que j'étais totalement. Et j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé en m'inspirant de leur style à elles, tout en ayant parce que nous, on n'est pas non plus extravagants. Donc en fait, je mixe entre l'extravagance, je dirais, des londoniennes et le style un peu plus classique de la parisienne, qui va être en plus simple, plus voilà. Donc voilà, c'est un mélange des deux. Après, mes inspirations, franchement, ça dépend des collections. La collection depuis 2 ans, c'est très vintage, très années 70. Là, on est parti là, je suis partie pour le prêt-à-porter plutôt sur des villes, sur des endroits où je vais en vacances régulièrement, qui m'ont inspiré, les tenues que j'ai vraiment envie de porter tout l'été, tous les jours, et beaucoup de la Provence, de la Corse, du sud de la France. C'est des inspirations, je dirais plutôt des voyages et puis des styles des étrangères. Mais c'est marrant que tu dis ça pour les couleurs, parce que justement, quand j'ai vu ta marque, je me suis dit, mais est-ce que les Parisiennes osent acheter ça? Parce que c'est vrai que je trouve que Paris, c'est souvent très noir, très classique. Et moi, j'ai adoré, par exemple, les imperméables transparents fourrure. Je trouvais que c'était très sympa. Ça fait très, très londonien. Et donc, pour refaire un peu le bilan, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que je referais exactement la même chose que ce qu'on a fait. Parce que vendre dans les grands magasins, ça nous a permis de gagner en visibilité, en crédibilité, d'asseoir la marque. Ça m'a permis aussi de réaliser des rêves parce que oui, le magasin de mon enfance où je faisais mon shopping, le jour où j'ai vu mes produits importants avec écrit La Seine et moi dessus, j'avais des étoiles dans les yeux. Je pense que du coup maintenant ce tournant me plaît énormément parce que pour moi le e-commerce et Internet c'est l'avenir et que de toute façon c'est ce en quoi on a toujours cru puisque j'avais déjà monté un e-commerce avant. Voilà, après commencer avec un monoproduit, je regrette pas non plus parce que pareil, c'est ce qui nous a permis d'asseoir la marque. Et surtout de prendre le temps de vraiment se spécialiser et de proposer des produits haut de gamme. Avoir choisi ce produit, c'est pareil, j'en suis hyper contente parce qu'en plus c'est un produit éco-responsable et finalement on est complètement encore plus dans la tendance qu'avant. On l'était déjà avant, mais là encore plus. De pouvoir faire du made in France, c'est vrai que c'est très dur. Peut-être que la seule chose que j'aurais changé, je veux rester en France, je veux continuer à fabriquer en France, mais il y a des moments où c'est tellement difficile et j'ai tellement peur que nos ateliers disparaissent qu'effectivement, oui, c'est peut-être le seul point où je me serais peut-être davantage posé la question. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller dans un autre pays d'Europe, en Italie, pour fabriquer plus facilement et se faciliter la vie. Mais en même temps, voilà, j'en suis tellement fière. Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Peut-être que les premières années, j'aurais davantage dû communiquer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas fait. On était présents, on était là, mais c'est vrai qu'on n'a pas développé du tout les réseaux sociaux et on s'était pas concentré là-dessus. Et on adore, ça fait 1 an et demi que là qu'on s'est vraiment mis à fond sur Instagram et on partage tout avec nos clientes, qu'on a créé une vraie communauté et qu'on se rend compte qu'elles sont très présentes et on a une proximité avec elles, c'est génial, j'adore. On en connaît plein vraiment personnellement, on les accueille au showroom, elles peuvent venir acheter sur place. Donc c'est ce contact direct qui peut-être m'a manqué pendant 4 ans, qu'on avait vraiment mis de côté parce qu'on faisait pas beaucoup de pop-up. Voilà, on privilégiait la vente dans les grands magasins et la vente sur Internet. Et en fait, ce contact vraiment direct avec nos clientes via les réseaux sociaux et via notre showroom, c'est la seule chose voilà, sur laquelle qui est peut-être la chose qu'on a un peu négligée. C'est vrai que je pense que à titre personnel, je connais la marque depuis peut-être 1 an et demi, justement parce que via les influenceuses en fait, qui ont commencé à porter. Non, elles en portaient depuis le début. C'est juste qu'on le partageait pas parce que nous, on a tout de suite été soutenus par les influenceuses. On a commencé au tout début. Certaines sont devenues mes meilleures amies. Je les connaissais, elles venaient de commencer, donc il y a 5, 6 ans, 7 ans. Donc vraiment, on a toujours été présents là-dessus. C'est juste qu'en fait, on ne repartageait pas du tout ce qui se passait pour la marque, toutes les étapes importantes, tout ce qui nous est arrivé, les prix, voilà, décrocher des magasins incroyables, tous les événements, tout ce qui s'est passé.
Il y a des gens qui arrivent très bien à le mettre en avant. Il y a des marques qui arrivent à faire du marketing à fond et qui arrivent à vous mettre ça comme si c'était un truc hallucinant, incroyable et génial. Et du coup, tout le monde est là, waouh, cette marque elle cartonne, alors qu'en fait derrière pas du tout. Alors que nous, on était plutôt, c'est le contraire, c'est on disait rien, on était là comme ça, alors qu'en fait ça marche hyper bien et depuis le début. Et voilà, c'est la seule. C'est ce côté un peu communication marketing qu'on n'a pas forcément nous mis en avant. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Ah bah d'être épanoui dans son travail, hein. C'est de se lever tous les jours, d'être heureux de la voie qu'on a choisie, d'avoir fait ce changement et puis je dirais aussi de pouvoir en vivre, hein, parce que c'est pas non plus facile de se lancer à son compte et puis je vois qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent, mais qui n'ont pas vraiment fait un business plan au départ et qui se rendent pas compte que vivre de ça au quotidien, ça va pas être évident. Surtout si par exemple on a eu un salaire élevé, par exemple en cabinet d'avocat, on peut avoir eu un salaire très élevé, on passe du jour au lendemain un petit peu à rien. Il faut arriver à anticiper et à trouver un juste milieu. Mais c'est incroyable. Enfin, il y a tellement maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu pas une mode, mais qu'on en parle en tout cas, qu'on en parle beaucoup, et parce que les gens ont de plus en plus envie d'être épanouis dans leur travail. Et donc on en parle énormément et tout le monde dit un petit peu la même chose, mais c'est ça, c'est se lever le matin et être heureux de ce qu'on fait. Moi, je compte pas mes heures. Là, on a eu un week-end prolongé, un week-end de 4 jours, mais j'ai l'impression que tout le monde est parti, il y avait personne à Paris. Moi, j'étais là derrière mon ordinateur, j'ai bossé comme une folle pendant 4 jours, du matin au soir. Mais franchement, je suis tellement heureuse de ce que je fais que j'aime tellement mon métier que voilà, je pense que c'est une reconversion réussie. Et je trouve que c'est intéressant avec ta reconversion, c'est qu'il y a aussi une dimension engagement et tu as réussi à donner un engagement dans un domaine qui peut paraître un peu plus superficiel. Donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux. Totalement. Après, moi, je m'éloigne vachement du côté superficiel. J'aime pas trop ça. Donc, voilà, je suis pas le cliché de la fille qui travaille dans la mode, pas du tout. Et surtout que mes amis proches ne travaillent pas du tout dans la mode, donc ça me permet aussi de garder un pied dans d'autres métiers, quoi, dans le quotidien des gens, dans le quotidien de mes clientes, parce que mes clientes, c'est pas des femmes qui travaillent dans la mode, forcément. Un grand merci Lydia, donc je mettrai les liens de ton compte Instagram, de La Scène et Moi, de la boutique, évidemment. Vraiment, merci pour tous tes conseils. Merci à toi, vraiment, Clairvy, de m'avoir invitée et m'avoir donné cette occasion. Et j'espère que ça inspirera d'autres gens de sauter le pas. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvy Rose ou par mail à l'adresse clairvyrose@gmail.com.